yéen ngi waajal couvre-feu bi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le Sénégal renoue avec le transport interurbain après 3 mois d'arrêt dû au coronavirus. À la gare des Beaux-Maraîchers, les mesures préconisées sont respectées avant le départ des voyageurs, ce qui n'est pas le cas à Bambey. Nous ferons le point avec nos reporters et correspondants. Nous aurons également sur ce plateau le ministre des Transports, Oumar Youm, qui sera notre invité. Concernant la situation de la pandémie au Sénégal, notre pays a enregistré 79 cas positifs au Covid-19 ce dimanche. 11 sont issus de la transmission communautaire. 76 patients ont été déclarés guéris. Et puis dans ce 20h, nous irons à la découverte d'un menuisier métallique. Il a fabriqué un motoculteur artisanal multifonctionnel, un mini-tracteur agricole à main qui marche avec l'essence. Ce sera avec Tchernofal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, à Ziguinchor, un militaire a sauté sur une mine dans la commune d'Adéane. Il fait partie d'une des troupes en opération de sécurisation dans la zone. C'était dans le but d'accompagner le retour des populations ayant abandonné leur milieu naturel dans les années 2007-2008. Ces jours ne sont pas en danger selon notre correspondant sur place. Je vous l'ai annoncé dans les titres de cette édition, notre invité, l'invité de ce 20h est le ministre des Transports qui est là avec nous, M. Youm. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons tout d'abord découvrir ce reportage d'Habib Faye. Ce dimanche, rappelons-le, est le jour de la reprise du transport interurbain au Sénégal après 3 mois d'arrêt dû au coronavirus. À la gare routière des Beaux-Maraîchers, l'attente a été longue pour allier les régions. Elle est rouverte ce dimanche à 5h du matin. Mais il a fallu attendre 3 tours d'horloge pour observer une grande affluence et les manifestes sont relevés avant le départ. Le dispositif sanitaire est bien pris en compte. Au sujet signé Habib Faye et Modou Diop. Jour J pour les transporteurs et chauffeurs, le premier jour de la réouverture de la gare des Beaux-Maraîchers sous une haute surveillance. Aux heures de pointe, beaucoup de masques et pas d'angoisse, mais aussi moins de rush en ce dimanche attendu de l'assouplissement des mesures du transport interurbain. La vie reprend au ralenti dans les transports. Je suis rassuré d'effectuer le voyage. Vous voyez à l'entrée tous les gestes barrières sont respectés. J'ai duré presque 3 mois à Dakar. C'est dur de rester dans la capitale sans emploi. Mais je retourne à Diourbel pour mieux exercer mon métier. Nous rendons grâce à Dieu car c'est par sa volonté que nous avons subi ce confinement. Donc s'il y a assouplissement des mesures, nous ne pouvons que s'en réjouir. Maintenant, à nous de prendre notre responsabilité pour vivre avec le virus. Presque tous les voyageurs portent leur masque, une obligation avant d'entrer dans la gare. Ceci dit, sans protection, impossible de prendre les transports. Certains viennent d'arriver à Dakar après quelques mois passés dans les régions à cause du confinement. Je viens de la région de Thiès. J'ai quitté la capitale du rail vers 7h du matin et je suis arrivé presque à 10h à Dakar. Dieu merci, car je ne pouvais pas rejoindre la capitale ni ma famille il y a 4 mois. J'ai fait 3 tours d'horloge pour arriver à Dakar.
Le couvre-feu est en cours, le temps du transport est limité. Un seul trajet, la journée. Gros succès à l'entrée de la gare des Beaux-Maraîchers. Tous les dispositifs sanitaires sont pris en compte. Toutefois, des difficultés ont été notées en ce premier jour d'assouplissement. De situation de faire notre travail avec le coronavirus. On essaie de sensibiliser les coxeurs, on travaille ensemble avec eux. Actuellement, il y a assez de véhicules, mais ce matin, vraiment, il n'y avait pas de véhicules. Il y avait une affluence, mais il y avait moins de véhicules. Mais après investigation, on a vu que les véhicules quittaient les régions pour venir, et actuellement, vraiment, ça se passe bien. Portez un masque, vous protégez et protégez les autres. Le respect des gestes barrières exigés à la gare. Puis à la gare routière de Kaolack, le dispositif également bien respecté. Les clients s'enregistrent avant de passer au lavoir des mains, mais le constat fait que pour les passagers, qu'il est impossible de respecter la distanciation physique, comme vous allez le remarquer dans ce sujet, signé Ibrahima Diamé et Faligay. Vous savez, depuis 3 mois, les véhicules sont à l'arrêt. Beaucoup d'entre nous sont dans les villages, leur village natal. Donc pour revenir à Kaolack, ils ont les visites techniques périmées. Alors, le ministre ou le directeur a dit qu'une dérogation a été trouvée pour nous, afin de venir à Kaolack, comme la visite technique se fait avec la présence du véhicule. Mais je pense que ça n'a pas été notifié aux gendarmes et policiers parce qu'ils sont en train de prendre les chauffeurs, de les mettre en fourrière ou de leur faire des attestations disant qu'ils n'ont pas reçu de notes de service par rapport à ça. Donc c'est ce que nous déplorons aussi. Il y a le problème aussi du chargement. Ce n'est pas le bon élément, certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le trafic a repris dans la région de Diourbel, mais difficilement. À Bambey, à la gare routière, les passagers n'ont pas manqué de dénoncer. Aucune condition requise pour la reprise normale du transport n'a été respectée. Les chauffeurs étaient obligés de recourir à des cahiers pour prendre en charge l'identité des passagers. Une correspondance signée Babacar Diouf. À peine réouverte, la gare routière de Bambey grouille de monde, mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour assurer un bon voyage aux passagers. Ils avaient désinfecté la gare routière au début de la pandémie, mais depuis lors, aucune action n'a été faite dans ce sens. Nous avons mis de l'eau à la disposition des clients pour les inciter au lavage des mains. Même les fiches qu'ils avaient promises ne sont pas remises. Nous étions obligés de demander aux confrères de Touba pour en avoir le cœur net. En attendant, nous avions mis un cahier à la disposition des coxeurs pour mentionner les identités des passagers. Le carte d'identité, non, parce que l'histoire est non et prénom. La difficulté n'est pas seulement inhérente à la préparation du voyage. Les 2 mois d'arrêt de travail ont eu des effets sur les titres de transport. Ils demandent l'indulgence des forces de défense et de sécurité sur les routes. Après 2 mois d'arrêt de travail, il est aujourd'hui difficile de s'acquitter de tous les titres de transport. Nous avions pourtant alerté. Il faut qu'ils humanisent le début, sinon, bonjour les dégâts. nee ko assurance yi jeex na visite yi tax visite yi jeex te visite ne gaawul xam nga gaawul mënoo xëy benn jour nga am ko fii ne amatuñu visite amatuñu assurance kooku tu waxoon naa keroog nañu ci dimbali. Il faut tout de même signaler la présence de la police qui veille au bon déroulement de la reprise du transport interurbain à la gare routière de Bambey. Merci à vous, Babacar Diouf. Monsieur le ministre, vous avez suivi ces sujets avec nous. Globalement, quel bilan faites-vous de la reprise du transport interurbain après 3 mois d'arrêt? Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez de m'adresser aux Sénégalaises et aux Sénégalais pour faire le point avec vous de la reprise des activités de transport, particulièrement sur le segment de l'interurbain. Je pense que nous avons déjà constaté qu'effectivement la reprise se passe très bien dans l'ensemble, parce que c'est une reprise qui se fait au niveau des principales gares du Sénégal, particulièrement au niveau des chefs-lieux de région. Ici à Dakar, la principale gare interurbaine, c'est la gare des Beaux-Maraîchers,
Ça se passe très bien. Nous avons eu l'occasion de visiter la gare en termes d'évaluation des préparatifs. D'abord, je remercie le ministre de l'Urbanisme et ses services qui ont procédé à un très grand nettoiement de la gare avec beaucoup de produits désinfectants et vraiment une remise en état de la gare qui devrait permettre de faire le travail. Mais aussi le ministre du Développement industriel qui a mis à la disposition des acteurs du transport de manière générale plus de 100 000 masques pour leur permettre justement de réussir le démarrage des activités. Ceci étant, il faut simplement rappeler que le transport, c'est comme tous les marchés, c'est l'offre et la demande. Donc c'est normal qu'il y ait pour un démarrage des problèmes de prise en charge correcte de la demande de transport qui est une demande très forte parce que simplement beaucoup de Sénégalais ou de Sénégalaises étaient restés soit à Dakar pendant plus de 3 mois, soit à l'extérieur de Dakar pendant plus de 3 mois avec des besoins. Donc ce rush-là a fait qu'effectivement on peut noter une désarticulation entre l'offre et la demande. Vous l'avez dit, comme notre reporter effectivement, la gare des Beaux-Maraîchers, mais quand même on a noté par exemple dans des endroits comme Bombay où les mesures n'ont pas été prises, notamment les manifestes qui n'étaient pas présents sur place, et tout cela quand même c'est des manquements qu'il faut remédier. Je pense que là il faut apporter très rapidement les corrections. Ce qu'il faut dire quand même par rapport à cet élément, c'est que toutes les gares ne faisaient pas systématiquement le manifeste. Donc ce n'était pas dans la pratique de certaines gares. Il faut dire aussi que le transport, il est entre les mains presque plus ou moins d'analphabètes. Il y a des gares secondaires qui n'ont pas la possibilité de trouver quelqu'un qui prend et qui note ce qui doit être noté sur les passagers. Bon, il faut saluer l'effort qu'ils sont en train de faire pour le faire sur papier physique, sur des cahiers. Tout ça, c'est des efforts. Oui, on y parviendra progressivement. Sauf que là, quand même, on est en présence d'une menace sanitaire et les conséquences peuvent être... La menace, elle est là. Ce qu'il faut, c'est qu'on ne peut pas tout de suite donner une très grosse satisfaction, ou en tout cas des pratiques qui sont là depuis des années, depuis plus d'un demi-siècle, qu'on puisse sur un coup de baguette magique les réussir de manière très parfaite. Je dis encore une fois, le transport est un système. C'est progressivement qu'on va parvenir à être performant. Il faut être ambitieux, guider tout le monde vers ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est un transport moderne, un transport sécurisé, un transport performant, un transport confortable qui donne un service de qualité aux usagers. Et là, la dynamique est déjà lancée. La gare des Beaux-Maraîchers, c'est par exemple plus de 50% des émissions de trafic du Sénégal. C'est très important. Cette gare, elle est aux normes. Ça veut dire que 50% est pris en charge. Aujourd'hui, à Thiès, le dispositif est fonctionnel. C'est presque la deuxième gare. Saint-Louis, le dispositif est fonctionnel. C'est la deuxième gare du Sénégal. Thiès, la troisième gare du Sénégal. Ça veut dire qu'à plus de 75%, le système marche bien. Maintenant, il y a des gares secondaires comme Bambey, il y aura une gare comme Tchadjaï, il y aura une gare comme Ndiaganiao, etc. C'est normal que ces gares-là puissent être dans une phase d'apprentissage et de perfectionnement. Il faut vite rectifier le tir, comme on l'a dit, parce que les conséquences et je pense que dès sont demain, là. Les services régionaux, avec l'appui des gouverneurs, avec l'administration territoriale, les préfets, les sous-préfets, les aménagements adéquats seront apportés. Mais d'ores et déjà, nous savons que nous avons mis en place en contribution les ressources informatiques qui devraient nous permettre d'avoir très rapidement un logiciel qui prend en charge tout ça. Et justement, est-ce que vous avez, Monsieur le ministre, un système de contrôle, puisqu'on le sait, les Sénégalais quand même, les premiers jours, ils respectent plus ou moins les mesures, mais après, souvent, c'est le laisser. Il y a un dispositif de suivi qui a été mis en place, un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations pour la reprise. Ce comité va travailler. Moi-même, dès demain, Inch'Allah, je serai à la gare de Rufisque pour regarder ce qui se passe. Je serai également dans la semaine au niveau de certaines gares routières pour voir au niveau de Dakar ce qui se passe réellement avant de sortir, faire Thiès, éventuellement les autres gares du Sénégal. Déjà demain, Louga va démarrer avec le gouverneur qui va superviser les opérations. Donc je pense que au niveau des gares principales, en tout cas qui existent au niveau des chefs-lieux de région, au niveau des départements, ça se passera très bien. Alors, une autre problématique qui a été soulevée, c'est les accidents. Là-dessus, on va écouter le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, Gora Khouma, qui invite les chauffeurs à la prudence pour éviter les accidents. Il est joint par Chérif Dia. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est la reprise de nos activités. Dieu merci. Mais n'oublions pas que nous avons passé 3 mois sans accident.
Et nous sommes engagés maintenant pour la reprise. La recommandation, elle est simple. Respectons les directives du code de la route. Jamais se presser. Si nous sommes fatigués, reposons-nous. Si nous sommes sommés, dormons. À défaut, bonjour les dégâts. Et nous ne souhaitons pas compter des blessés ni des morts. Maintenons ce cap. Roulons sans faire des accidents. On peut le faire. Si nous sommes engagés, on peut le faire. C'est la volonté des uns et des autres. C'est ma recommandation. Et je souhaite un bon démarrage du secteur des transports, surtout interurbain. Voilà, Monsieur le ministre, le Sénégal a été épargné des accidents de la route durant ces 3 derniers mois, mais on craint que ces accidents reviennent et fassent plus de victimes même que le coronavirus. Parfaitement, nous avons noté cette baisse qui tourne autour de 60% de réduction des accidents de la circulation, ce qu'il faut saluer. Maintenant, avec la reprise de l'interurbain, c'est sûr que, parce que c'est le segment qui fait le plus d'accidents. Donc le message, c'est prudence, responsabilité. Et puis, n'essayons pas oublions les comportements regrettables qui sont souvent à l'origine des accidents, excès de vitesse, somnolence, non-respect de manière générale des dispositions du code de la route. Je pense qu'effectivement, c'est le moment aujourd'hui d'être très prudent, d'autant plus que certains véhicules n'ont pas été contrôlés depuis 3 mois. Donc, c'est vraiment le moment de redoubler de vigilance et de mettre en œuvre la responsabilité collective et individuelle des chauffeurs et des transporteurs. Il y a un point par rapport aux horaires du couvre-feu qui, certaines personnes pensent que cela va augmenter le risque des accidents. Par exemple, le trafic qui doit s'arrêter à 23 h. Comment est-ce qu'on peut contrôler cela? Un chauffeur qui quitte, qui va faire par exemple une course contre la montre, est-ce que vous avez... Je pense que dès l'instant où on sait que le couvre-feu démarre à 23 h, les opérateurs de transport ainsi que les passagers doivent intégrer cette donnée pour faire un décompte à rebours et donc prendre toutes les dispositions pour voyager dans un délai de trajet qui leur permette de retourner à la maison sans incident. Aujourd'hui d'ailleurs nous en avons tenu compte pour que les gares routières ne puissent ouvrir qu'à partir de 5 h du matin et ferment à 20 h. À 20 h, c'est 3 heures de temps quand même pour rentrer chez soi. En plus, le dernier départ dans toutes les gares routières du Sénégal, c'est à 18 h. Donc ça veut dire que quand même on donne le maximum de temps aux opérateurs de transport et aux usagers de pouvoir faire le voyage partout au Sénégal pour pouvoir retourner sans violer les dispositions du couvre-feu. Et qu'en est-il des bus horaires qui circulent souvent la nuit? C'est la même chose. On entend par gare routière, l'arrêté, c'est les gares routières et officielles et les points de chargement qu'on appelle les sites des horaires. Donc tout le monde est confondu dans cette réglementation. Donc heure d'ouverture 5 h du matin, dernier départ 18 h, fermeture à 20 h. Donc ça c'est valable pour tout le monde. Et les circulaires ont été adressés au gouverneur pour veiller à ce que cette disposition soit dûment respectée. Et l'arrêté aussi est là pour que les forces de sécurité puissent sanctionner et prendre les dispositions aussi pour éviter justement que les gares routières fonctionnent au-delà de 20 h. Voilà, une dernière question, Monsieur le ministre, c'est par rapport à l'aide accordée aux transporteurs qui fait beaucoup de bruit. Certains jugent minime l'argent après le partage. Un commentaire? Un commentaire, c'est que l'aide n'est pas un droit. Ce n'est pas une compensation du chiffre d'affaires, ce n'est pas une compensation des bénéfices, c'est un appui qui vient de l'État du Sénégal, qui est lui-même impacté, parce que l'État du Sénégal est un agent économique qui voit ses recettes baisser, qui ne peut pas réclamer de cotisations sociales, qui ne peut pas réclamer d'impôts, qui voit les recettes douanières, les recettes fiscales baisser parce qu'il n'y a pas d'activité. Et cet État-là qui a décidé, en dépit de la faiblesse de ses ressources, de faire droit à ce qu'on appelle la solidarité. Et je pense qu'il faut le comprendre comme tel. Maintenant, après, l'argent est disponible.
C'était au départ 5 milliards 250 millions. Le président de la République, dans sa magnanimité, a décidé d'octroyer 3 milliards supplémentaires à l'enveloppe, ce qui fait une enveloppe de 8 milliards 250 millions. Et les organismes qui sont formalisés ont reçu l'argent. C'est-à-dire c'est des organes qui existent, qui ont une existence juridique avec des comptes bancaires. Ça nous a permis très rapidement, dans les 48 heures, de faire le virement pour AFTU, de faire le virement pour Dakar Demdik. Cette semaine, on aura les immatriculations des gares routières ainsi que les comptes de dépôt, ou en tout cas les comptes bancaires. On fera les virements. Il reste un segment qui est un segment extrêmement informel, c'est les opérateurs de transport interurbain. Un dispositif a été mis en place pour les identifier et procéder au paiement. Et c'est là où il y a le plus de problèmes. N'aurait-il pas été beaucoup plus judicieux, par exemple, de subventionner le carburant? C'est possible, mais pour subventionner le carburant, ça renvoie à identifier aussi qui est transporteur, qui ne l'est pas. Et ça, malheureusement, ceux qui gèrent les stations ne peuvent pas le faire. C'est donc à notre niveau qu'on pourrait le faire, parce que les gérants de stations, ou en tout cas les compagnies, ne peuvent pas savoir. Il y a un dispositif qui est mis en place pour les identifier. N'est pas bénéficiaire tous les opérateurs de transport. Il faut avoir l'agrément. Il faut avoir une licence d'exploitation, mais il faut montrer que cette licence d'exploitation d'un véhicule est valable, et ce qui permet de dire que l'acteur a été en activité jusqu'au moment du déclenchement de la Covid-19, c'est le contrôle technique qui est valable au 31 décembre 2019. Voilà. Merci Monsieur le ministre, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce 20h. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nos reporters Ousseynou Diop et Habib Sek ont suivi un voyageur qui a radié sans lui après 3 mois passés à Dakar. Lamine a retrouvé le sourire, une occasion pour lui de retrouver sa famille. On fait signe que l'élément n'est pas encore en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Le Sénégal a enregistré 79 cas positifs sur 1266 tests réalisés, 68 cas contacts, 11 cas communautaires. 76 patients ont été déclarés guéris. Suivons les explications du docteur Aloïse Walidoufa. Sur 1266 tests réalisés, 79 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,24%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 68 cas contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Ngor, 1 cas. Pikine, 1 cas. Dalifort, 1 cas. Mariste, 1 cas. Mermoz, 1 cas. Fann Hock, 1 cas. Keur Massar, 1 cas. Parcelles Assainies, 1 cas. Cité Biagui, 1 cas. Et Touba, 2 cas. 76 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 4328 cas ont été déclarés positifs, dont 2588 guéris, 49 décédés, et donc 1690 sous traitement. Le ministre de la Santé implique les dignitaires lébous dans le combat contre le coronavirus. Ce matin, Abdoulaye Diouf Sarr s'est rendu à Ouakam pour rencontrer les Jaraf saltigués et autres, une manière de les impliquer dans la riposte communautaire. Pape Faraning. Le district Dakar-Ouest est le plus affecté par la Covid-19. Pour stopper la propagation, le ministre de la Santé adopte une stratégie de riposte communautaire en impliquant les dignitaires lébous dans ce combat. Mais cette nouvelle perspective doit s'engager, certes, mais doit fondamentalement avoir comme moteur de riposte désormais une action communautaire à la base. Et c'est cette action communautaire à la base, aujourd'hui, que nous sommes venus chercher ici à Ouakam, adossés sur ceux qui, en réalité, sont les véritables leviers de la réalité socio-culturelle de Ouakam. Jaraf, frais, saltigués ou même autorités décident d'harmoniser leurs actions pour endiguer le coronavirus. Nous devons tous être derrière lui pour l'épauler. Donc toute la communauté de Lebo est interpellée pour aider notre fils Abdoulaye Diouf Sarr. Donc il était urgent
comme les cas s'accentuent au niveau de Yoff et dans les périphériques, que le ministre descende pour sensibiliser les populations en passant par les chefs traditionnels. Je crois que le message sera bien entendu. Même si Macky Sall est le président de la République, c'est lui, Abdoulaye Diouf Sarr, qui est devant au front. Et nous devons le soutenir pour gagner ce combat qui est vital pour nous tous. Une occasion pour le ministre de revenir sur l'assouplissement des restrictions. Toutefois, il insiste sur le respect des mesures barrières. Si le couvre-feu et l'état d'urgence n'étaient pas allégés, le pays serait dans des conditions où la riposte allait s'arrêter parce que la situation économique, sociale et sécuritaire serait invivable et personne ne pourrait continuer la riposte. Les populations étaient d'une certaine manière asphyxiées économiquement parce que ne pouvant pas bouger pour aller faire leur travail, et ça commençait à chauffer. Après avoir sillonné Ngor, Yoff et Ouakam, le ministre de la Santé, en adoptant cette démarche, veut lutter de manière efficace contre le coronavirus dans ces 3 localités pour ainsi gagner le combat de Dakar. Puis relancer les activités, mais sans relancer l'épidémie. Voilà une préoccupation qui interpelle gouvernants et populations. Les mesures drastiques instaurées depuis ont connu un assouplissement. Le transport interurbain a repris et les Sénégalais reprennent petit à petit les activités. Déconfinement et reprise du transport, c'est une chronique signée Ibou Diouf. Par idéologie peut-être, le Sénégal a tardé au début de la pandémie à fermer ses frontières terrestres comme aériennes. De qu'on parlait d'une lecture bien politique, d'un sujet bien pragmatique, ça nous a valu notre premier cas Covid-19. Nous sommes passés donc du tout open frontière ouverte à frontières très drastiques. À l'intérieur du pays, seuls quelques privilégiés pouvaient vaquer à leurs occupations. Le trafic interurbain avait accusé un sacré coup. Du coup, on demande à tout le monde de rester à la maison. Un mini-confinement avec cette fois d'autres frontières plus étroites, celles d'un appartement ou d'une maison. Pas toujours le confort recherché. Les plus chanceux ont disposé d'un espace plus naturel avec plus de périmètre, à côté un jardin. Mais pas tous. À l'annonce du plan de résilience économique pour amortir le choc, peu d'experts parlaient de la reprise des activités. Tout était centré sur les aides de l'État, la distribution de kits alimentaires, la question de l'eau et de l'électricité aussi. Dès lors, il fallait s'arrêter et réfléchir sur cette préoccupation. Celle de dépasser un jour la frontière du confinement. Fallait-il rester toujours dans cet espace dit de sécurité? Pour le télétravail, point de danger sanitaire, certes, mais c'est la frontière entre la vie personnelle et professionnelle qu'il fallait réussir à tenir. Beaucoup l'ont théorisé et ont jugé nécessaire de vivre avec le virus. Il fallait le faire, c'est-à-dire déconfiner avec prudence et méthode pour garantir une sortie de crise réussie. Avec les mesures d'assouplissement, le transport interurbain reprend ses droits. Les gens circulent librement, certaines mesures barrières sautent, mais celles liées au combat contre le redoutable coronavirus demeurent. Et à présent, ce communiqué du ministère du Tourisme et des Transports aériens qui informe que la compagnie Air Sénégal est autorisée à effectuer les rapatriements des Sénégalais de la sous-région. Et pour le moment, les pays concernés sont le Cameroun, le Gabon, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Les artisans du village artisanal de Soumbédioune élèvent la voix. Ils veulent se faire entendre par leur ministre de tutelle. Ils estiment qu'ils sont oubliés à propos des subventions allouées par le gouvernement. Nous écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Ndjougaya. Nous sommes trop fatigués. Depuis le début de la pandémie, on ne nous a rien remis. Il n'y a aucune autorité qui a passé ici. Nous avons entendu le ministre parler des 4 milliards. Et ces 4 milliards, nous savons à quel secteur concerne. Parce que le secteur artisanal, c'est divisé de 3 parties. Production, services, art. Production et services sont bénéficiés, sauf le secteur art. C'est seulement les artisans d'art qui ne sont pas bénéficiés de cet argent qu'on donne. Nous avons entendu que le plan PEJA a donné 30 milliards. Sur ces 30 milliards, le ministre a sorti 1 milliard et quelques pour donner ça aux artisans. Seulement, il a donné ça aux artisans production et services. Mais l'art n'a jamais reçu rien. Donc nous constatons un manque de considération envers les autorités. Donc nous voulons que l'État nous reconnaisse. Parce qu'ici, depuis 4 mois,
depuis 4 mois, nous sommes en train de vivre sur cette pandémie difficilement. Parce qu'il y a pas mal de familles qui sont là, qui sont chez eux. Il y en a qui ne dorment pas ici. Il y en a qui dorment ici parce qu'ils n'ont pas de quoi à manger. Kayar et Keur-Mousseux, deux villages privés d'eau depuis quelques jours. En effet, le forage qui alimente ces villages est en panne et c'est à la suite d'une baisse de tension. Le directeur de la Sénélec promet d'envoyer une équipe pour réparer le poste électrique. Les détails avec Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Kayar et 5 villages de la commune de Diender sont sans eau, ce qui est alarmant dans cette période de pandémie. On a eu à rétrocéder à la Sénélec le poste qui fournit à l'Agifor de Kayar l'électricité. Depuis que nous avons fait ce rétrocédage, la Sénélec n'a pas eu à faire la maintenance. Alors, depuis lors, il a eu à connecter sur le réseau le village de Santhiou-Mamgour et des vergers qui sont aux environs du forage de Kayar. Ce qui fait que aujourd'hui, le forage n'a plus la tension nécessaire pour fonctionner normalement et il s'en est suivi des dégâts qui sont incommensurables. À commencer, tous les coffrets qu'on a eu à acheter ont été brûlés et nous avons à l'instant perdu 2 pompes qui aujourd'hui nous causent un préjudice. La première pompe que nous avons eu à acheter, on l'a achetée à 8 875 700 francs. La deuxième pompe, on l'a achetée à 8 181 000. Aujourd'hui, la pompe qui est dans le forage est gâtée et ce qui est sûr, c'est que ça sera dans les environs de 10 500 000 francs au bas mot. Tous les efforts qui sont aujourd'hui en décadence le sont à cause de la Sénélec. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire une alerte au niveau des autorités pour qu'ils puissent se prononcer sur ce cas de figure. En tout cas, nous demandons à ce que les sommes que nous avons dépensées nous soient rétrocédées parce que c'est un manque à gagner. C'est plutôt des propos recueillis par Cheikh Anta Diop. Kélimane, c'est dans la région de Kaffrine des ménages privés d'électricité. Faute de retard dans le paiement des factures, le déplacement vers l'agence pour le paiement n'était pas facile à cause de l'interdiction du transport interurbain. Les détails avec Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. Kélimane, dans la commune d'Nganda, réclame une agence de la Sénélec. Leur population étant obligée de faire 37 km pour payer leurs factures d'électricité. C'est Baïmadi Cissé. Nous voulons l'installation d'une agence ici pour nous éviter le déplacement sur Kaffrine, distant de 37 km. D'ailleurs, 30 ménages ont été privés d'électricité, leur courant coupé à cause du retard de paiement au moment où le déplacement urbain a été interdit. On est allé à Kaffrine pour payer nos factures, ils nous ont dit de retourner. Un beau jour, ils se sont présentés avec des bons de coupure. Ils ont coupé tout le village, plus de 800 000 francs de bons de coupure. Une semaine après, ils viennent nous présenter une autre facture. Alors, on est vraiment des paysans. On n'arrive pas à payer nos factures, plus particulièrement 2 factures successives. Donc nous lançons un appel au directeur général de la Sénélec de nous rembourser vraiment nos bons de coupure. Sinon, on les attend dans d'autres coins. Ce qui a empêché la Sénélec de venir jusqu'ici, c'est les mêmes raisons qui nous empêchent de nous rendre là-bas. Ils ont même pris les compteurs de certains d'entre nous. C'est un manque de considération et ça peut amener des conflits. Ils doivent revoir ce qu'ils font. C'est pas normal, c'est dur. La population est très remontée parce que ça fait mal. Plongés dans le noir et obligés de payer des bons de coupure, les populations de Kélimane ne savent plus à quel sein se vouer. Elles demandent à la Sénélec de revoir sa décision. Selon le chef de l'agence de la Sénélec de Kaffrine, ses clients n'ont pas respecté le délai de paiement et ils ont des systèmes pour éviter ce genre de retard. Pape Mohamed Thiam en parle au micro d'Omar Ndiaye. Si vous avez vu que ces coupures-là ont eu lieu, c'est des factures qu'on devait payer depuis 11 avril. Donc on a laissé le mois d'avril passer, on a laissé le mois de mai passer. Et au mois de juin, on s'est obligé de couper. Parce que tous les clients qui ne pouvaient pas se déplacer devaient payer par système de paiement Sénélec accepte. Ces clients-là n'avaient pas payé au mois d'avril, ni donc sont obligés de les couper
au mois de juin. Dites-vous bien que si c'est la Sénélec coupe, ça veut dire que nous, on est à bout. Sénélec n'a pas la vocation de toujours couper les clients. Si on coupe, ça veut dire qu'on est vraiment... Ouais, les besoins de coupure, c'est 4200. On ne peut rien, c'est des prix fixes. Allons à présent à la découverte d'un menuisier métallique à Mamadou Thiam. Il a fabriqué un motoculteur artisanal multifonctionnel, un mini-tracteur agricole à main qui fonctionne avec de l'essence, et cet habitant de Darou-Moussi veut aider les cultivateurs à rompre avec l'utilisation du cheval. Tiernefal. Ce motoculteur est une invention artisanale. Il a été baptisé Ndigal par son inventeur. Mamadou Thiam est un menuisier métallique basé dans la ville sainte de Darou-Moussi. Il estime que le cheval et la traction animale ont fait leur temps dans le monde rural. Je pense qu'on ne peut plus continuer d'utiliser tout le temps les chevaux et la traction animale dans l'agriculture. C'est pourquoi j'ai fabriqué cette machine pour suppléer les bêtes car elles sont très fatiguées. Ce mini-tracteur à main multifonctionnel est équipé d'un petit réservoir d'essence. Il est très économique et peut être utilisé pour toutes les activités champêtres. Il s'agit d'un mini-tracteur multifonctionnel adapté au semoir et à la machine ou pour leur labourage. Il fonctionne à base de l'essence et c'est très économique car avec 3 litres seulement, on peut travailler sur 20 km. C'est facile à conduire et le moteur est très résistant. J'ai commencé l'expérimentation depuis l'année dernière dans la zone du Saloum et aujourd'hui j'ai décidé de le proposer aux cultivateurs car sa capacité de travail a été prouvée. L'objectif de Mamadou Thiam est aujourd'hui la vulgarisation de cette machine qui, selon lui, constitue une réponse aux difficultés que rencontre le petit cultivateur pour la mécanisation de l'agriculture. Les Sénégalais veulent travailler la terre, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais je pense qu'avec cette machine, on peut aider le petit cultivateur à motoriser son agriculture. Aujourd'hui, je suis prêt pour rendre l'outil disponible partout au Sénégal, mais j'ai besoin de l'accompagnement des autorités étatiques, qu'elles sachent que je suis prêt à participer au développement de l'agriculture. Ce menuisier métallique a également formé beaucoup de jeunes artisans de la localité avec qui il partage son expertise. Tous ces jeunes qui sont derrière moi ont été formés par mon entreprise et aujourd'hui, grâce à mon expertise, ils ont trouvé du travail. Malgré les conditions très difficiles dans lesquelles ils travaillent à cause du manque de moyens et d'un local approprié, Mamadou Thiam ne décourage jamais. Ce génie local a implanté son atelier de métallurgie à côté de la grande mosquée de Darou-Moussi. Son entreprise travaille également dans l'aluminium, la fabrication de meubles en métal et de matériel de construction. En sport, Maître Augustin Senghor annonce son démarrage imminent de la réfection du stade Demba Diop, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui s'entretenait avec les journalistes de l'ANPS, soutient qu'il n'a pas encore décidé de rempiler ou non. Cher Sadi Boudiara. Faire du stade Demba Diop une infrastructure moderne, c'est l'ambition de la Fédération sénégalaise de football. Invité de la plateforme de l'ANPS, le président Maître Augustin Senghor annonce un écrin à l'anglaise d'au moins 20 000 places assises. Une cure de jouvence pour le stade Demba Diop ouvert en 1963 est fermée depuis le 15 juillet 2017 suite à l'effondrement d'un mur de la tribune découverte lors de la finale de la Coupe de la Ligue US Ouakam Stade de Mbour. Il sera aux normes de la FIFA avec des salles de restauration, une boutique de maillots et une pelouse naturelle ou hybride pour accueillir la sélection nationale. Une rénovation qui, espère le président de la Fédération sénégalaise de football, va durer une année. La réhabilitation du stade Demba Diop et le futur stade olympique à Diamniadio revigorent Maître Augustin Senghor dans une probable candidature du Sénégal à la co-organisation de la CAN 2024 avec la Guinée. Pour Maître Senghor, dont le mandat à la tête de l'instance fédérale expire en 2021, la co-organisation est la bonne option pour les pays candidats à accueillir une CAN désormais à 24 sélections. Maître Augustin Senghor a également évoqué son avenir dans le football. Il entretient le flou sur sa candidature à un troisième mandat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football.
Pour celui que l'on soupçonne en route vers le sommet de la CAF, sa préoccupation actuelle, dit-il, est la réalisation de tous les travaux engagés. Et puis retenez également que le procès Lamine Diack s'ouvre à nouveau ce lundi 8 juin à Paris. Certainement, nous suivrons cela avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est fini pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.